Le ministre de l'Éducation était sur terrain ce jeudi matin pour constater de visu l'état des écoles touchées par les inondations. Le paludisme, la diarrhée et la fièvre typhoïde sont des maladies fréquentes très répandues lors de la saison des pluies. Comment les prévenir? Les professionnels de la santé nous donneront d'amples informations dans l'épisode 2 de la série sur les maladies du péril fécal. Sport football au Sénégal, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur des Lions de la Teranga. 19h45, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Les récentes inondations qui ont frappé le pays ont engendré des conséquences désastreuses dans le secteur de l'éducation. Des écoles sont transformées en abris pour les sinistrés, d'autres sont envahies par les eaux. Après avoir annoncé le report de la rentrée au 4 novembre, les autorités scolaires ont effectué une visite de terrain ce jeudi pour constater la situation dans les écoles touchées par ces inondations. Soumaïla Fani. Au cœur de Bamako, dans cette école fondamentale de la cité Ifabako de Sebeninkoro, où environ 450 élèves étudient, les inondations l'ont presque transformée en rivière. Aucun accès n'est possible aux salles de classe. Il y a les eaux souterraines, et il y a également le fleuve qui a débordé. Et nous avons un collecteur ici qui a également débordé. Et cela a contribué à augmenter le niveau de l'eau au niveau de l'établissement. Au-delà des écoles qui sont inondées, d'autres sont transformées en abris pour les sinistrés. Au total, environ 130 établissements scolaires à travers le pays sont concernés, d'où la décision du report de la rentrée scolaire 2024-2025 au 4 novembre. Et les autorités se sont rendues compte que les conditions ne permettent pas, en dépit des efforts fournis, d'accéder dans ces classes-là. Donc nous nous efforçons de les libérer et puis de faire de telle sorte que les salles soient assainies, que les enfants puissent reprendre, retourner en classe dans de bonnes conditions. Cette décision de report en vue de trouver une solution à cette situation des sinistrés et des écoles touchées par les inondations, selon certains, est bien justifiée. Le report est non seulement au bénéfice des élèves, mais même des habitants de la cité. Pour accéder à un établissement, il faut au moins des voies d'accès. Toutes les voies, ici par exemple, toutes les voies sont remplies d'eau, inondées, là-bas et ici, partout. Tout autour de l'école, c'est inondé. Face à cette situation désastreuse qui touche le secteur de l'éducation, le chef du département a assuré que les mesures gouvernementales sont en cours pour permettre d'accueillir les élèves le 4 novembre prochain. Au niveau gouvernemental, sous les hautes instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des mesures vont être rapidement prises pour que la situation redevienne, j'allais dire normale, oui, en tout cas pour qu'elle permette aux structures scolaires d'accueillir les élèves le 4 novembre 2024. Ces fortes précipitations ont engendré d'énormes dégâts dans le secteur de l'éducation. De nombreuses écoles ont leurs toitures enlevées, les sols et les murs dégradés, mais aussi des matériels scolaires endommagés. Les maladies diarrhéiques, le paludisme, la fièvre typhoïde et les maladies respiratoires touchent beaucoup plus la population pendant la saison pluvieuse. Le mode de prévention, on en parle dans l'épisode 2 de la série de la semaine avec Soumaïla Fani. L'hivernage au Mali est une période propice pour de nombreuses maladies du péril fécal, parmi lesquelles le paludisme le plus fréquent. Ces maladies sont favorisées par les eaux de pluie stagnantes qui provoquent la multiplication des moustiques, principal vecteur de la transmission. Pour les palud et la dengue, c'est l'utilisation des moustiquaires. C'est l'utilisation des répulsifs, c'est de porter des habits bachelons pour se prévenir. C'est d'éviter vraiment de laisser stagner les eaux dans les maisons et dans les récipients chez nous, qui sont des milieux appropriés pour vraiment ces moustiques-là pour se proliférer. Et les herbes et les plantes aussi sont des facteurs favorisants. Partout, ça fait un peu sombre, ça plaît à ces moustiques-là que c'est humide,
ça leur plaît de se proliférer dans ces lieux-là. Pour se protéger contre ces maladies qui mettent en danger la santé de nombreuses personnes en cette période de forte précipitation, certains spécialistes mettent l'accent sur la prévention saisonnière, mais aussi des tests de dépistage. On peut adopter la stratégie de prévention saisonnière qui consiste à donner des médicaments, mais aussi on peut au niveau des structures de santé faire les tests de dépistage. Il ne faut pas se traiter, il faut aller se consulter pour se faire traiter, mais surtout faire les tests de paludisme s'il y a vraiment un paludisme, traiter cela de façon correcte. Il faut, contre les infections respiratoires, il faut se protéger, notamment on peut, pour ceux qui sont un peu plus grands, faire porter des masques, se laver la main, se faire vacciner, se faire consulter rapidement quand il y a une infection respiratoire. Et contre les maladies diarrhéiques, c'est vraiment la propriété. Il faut être très clean sur le plan propriété. Propriété, il faut boire de l'eau propre. D'autres spécialistes, par contre, insistent à l'adoption du traitement par anticipation. Un jeune de 19 ans que j'ai reçu hier, cliniquement, il va bien, mais c'est le résultat moi, je fais un traitement par anticipation. Un traitement par anticipation, j'ai vu sur le plan biologique, fatigue générale, donc bilan urgent, et c'est par téléphone qu'on m'a informé que la parasitémie est très élevée, donc mon traitement par anticipation était bien adapté. Voilà, donc il fallait poursuivre. Donc ça, ce sont les cas rares, quoi, en fait. Voilà. Mais la plupart du temps, ce sont les gens qui viennent fatigués, épuisés, courbaturés, maux de tête, nausées, vomissements. Voilà. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 76% des cas de paludisme et 75% des décès dus à cette maladie surviennent principalement en Afrique subsaharienne. Aussi, la région enregistre 37% des cas de décès liés aux maladies diarrhéiques. Les autorisations d'installation des kiosques et toute autre installation située aux alentours des casernes sont désormais annulées. La décision entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et les menaces terroristes dans le district de Bamako. À cet effet, ordre a été donné au commissaire de police de Dravela Bolibana et l'antenne de la direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement de procéder au déguerpissement de tous les kiosques situés aux alentours de la base A de Bamako-Kura-Bolibana le lundi 7 octobre 2024 à partir de 7 heures. Direction le nord du pays, Tinzaouaten et d'autres zones sont depuis des mois des théâtres d'affrontements entre l'armée malienne et les groupes rebelles. Après une relative accalmie sur le terrain durant ces dernières semaines, les femmes ont repris depuis quelques jours leur mouvement pour le contrôle de la zone. Assetoumani Koulibaly. Du 25 au 27 juillet, l'on s'en rappelle encore, l'armée malienne et les groupes armés rebelles regroupés au sein du CSP-PDA s'affrontaient à Tinzaouaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal. En effet, dans une dynamique de récupération des dernières localités près de la frontière algérienne après Kidal, l'armée malienne appuyée par ses partenaires russes avait lancé depuis mi-juillet des opérations dans la zone. Pour notre interlocuteur Ali Tunkara, de telles opérations se justifient par la volonté des forces armées maliennes de vouloir sécuriser les populations et leurs biens. Si vous regardez ces localités aujourd'hui, que ce soit à Ingelman ou à Menaka ou d'autres localités Tanzawatan, sont des localités qui sont par endroits désertes en termes de la prestation de services sociaux de base. Lorsque l'armée venait à extraire la menace, naturellement, les autres services sociaux de base, tels que l'école, la santé et même la mobilité des populations pourraient être délivrés en termes de services. Donc, pour dire que sans ces retours de l'armée, sans cette présence marquée de l'armée, il est difficile de penser que les communautés vivant dans ces localités puissent sentir l'utilité sociale de l'État. D'où l'insistance et même l'impérieuse nécessité pour l'armée d'asseoir son dictat sur l'ensemble du territoire conformément à ses missions régaliennes. Lors de sa traditionnelle conférence de presse tenue le 5 août 2024, le chef de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, le colonel-major Suleiman Damele, l'avait réitéré, je cite, « Dès lors que nous avons pu mettre les pieds à Kidal, nous serons à Tinzaouaten. Mais nous n'allons pas vous dire quand. Retenez-le, les Famas mettront pied à Tinzaouaten vaille que vaille, au prix de notre sang. » Fin de citation. Le régalien de sécuriser les territoires par ricochet, d'asseoir un maillage territorial et sécuritaire adéquat.
Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde ces localités, ce sont des endroits qui ont connu ces derniers temps des affrontements violents qui ont opposé les ex-rebelles, les terroristes à l'armée malienne. Une façon pour l'armée non seulement d'asseoir sa lieutenance ou son dictat sur ces localités, mais dans le même temps de continuer à jouer sa partition en termes de sécurisation du territoire ainsi que celle des personnes et de leurs biens. Les mouvements de l'armée se poursuivent en direction de Tenzawaten, selon une source anonyme au sein de la DIRPA. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a intensifié ses frappes sur le Liban depuis hier. Ce matin, elle a annoncé avoir frappé avec des avions de chasse le quartier général du renseignement du Hezbollah dans la région de Beyrouth. L'armée libanaise, quant à elle, a annoncé être en position de riposte face aux attaques israéliennes. Selon le ministère libanais de la Santé, 97 secouristes et pompiers, incluant les personnels des organisations affiliées au mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah ou d'autres partis libanais ont été tués depuis le début du conflit entre Israël et le mouvement pro-iranien en octobre. De l'autre côté, l'Iran a dénoncé une déclaration du G7 qui condamne son attaque de missiles contre Israël, appelant à renforcer les sanctions contre Téhéran. Le pays a également convoqué tous les ambassadeurs des pays qui ont condamné l'attaque. Retour sur le continent. Au Sénégal, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur des Lions de la Teranga. La nouvelle est tombée ce mercredi 2 octobre par voie de communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Cette dernière a expliqué que la décision avait été prise en haut lieu par l'État sénégalais. Djenaba Samaki. Le ministère sénégalais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a décidé de ne pas prolonger le contrat du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a annoncé mercredi la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué. Selon le communiqué de la Fédération sénégalaise, la ministre des Sports évoque comme motif notamment la non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre du contrat de renouvellement signé le 7 novembre 2022 et arrivé à terme le 21 août 2024. La même source ajoute que l'autorité a déduit comme conséquence de sa décision que M. Cissé n'était plus couvert par un contrat dûment approuvé par l'État du Sénégal et ne pouvait plus diriger la sélection nationale à compter de cet instant. Une décision surprenante qui intervient la veille de la révélation de la liste des sélectionnés pour les éliminatoires de la CAN 2025 contre le Malawi les 11 et 15 octobre prochains. Néanmoins, la ministre de la Jeunesse et des Sports a exhorté dans ce cadre la Fédération à prendre les dispositions utiles pour assurer la participation du Sénégal à la phase de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, peut-on lire dans le communiqué. Suite à cela, le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football a décidé de donner mandat à son président et au directeur technique national pour mettre en place un staff intérimaire pour la continuité de la participation de l'équipe à la phase de qualification à la CAN 2025, compte tenu du caractère urgent de la situation. Le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, a été éliminé en huitième de finale de la CAN 2023 par les pays hôtes, la Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga ont aussi perdu 2 places dans le dernier classement mondial de la FIFA, daté du 19 septembre, passant de la 19e à la 21e place. Arrivé à la tête des Lions de la Teranga en 2015, Aliou Cissé totalise 70 victoires, 24 nuls et 13 défaites. Il a remporté la CAN 2021 au Cameroun après avoir atteint la finale de l'édition 2019 en Égypte, remportée par l'Algérie. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.